À travers le temps et sur chaque continent, de la plus grande mégalopole au plus petit village, du dispensaire africain en passant par les hôpitaux les plus renommés d'Occident, il est omniprésent. Il touche sans discernement hommes, femmes et enfants, et la simple évocation de son nom fait peur. On l'appelle cancer, crabe, carcinome, tumeur ou encore néoplasme. Mais finalement, qu'est-ce qu'un cancer ? Le cancer est connu en fait depuis l'Antiquité. C'est le médecin philosophe Hippocrate qui a pour la première fois caractérisé à partir de tumeurs mammaires ce qu'est un cancer, une masse tumorale, des zones invasives, et il a utilisé le terme carcinoma qui définit le crabe en grec pour caractériser ces cancers. Qu'est-ce qu'un cancer? C'est finalement le développement anarchique de cellules tumorales qui ont subi une mutation génétique au niveau de l'ADN des cellules. Ce développement anarchique et cette masse tumorale, s'ils sont localisés, on dit que c'est un cancer bénin. Mais le cancer peut être malin lorsque les cellules se disséminent dans l'organisme à travers la circulation sanguine ou les voies lymphatiques pour atteindre un autre organe, et c'est le terme que vous connaissez qui est le terme métastase. En réalité, en fonction de l'organe ciblé, du développement de la tumeur, des mécanismes biologiques mis en place, on ne dit pas qu'il y a un cancer, on dit qu'il y a plusieurs types de cancers. En effet, on peut citer les cancers solides, vous entendez souvent parler du carcinome, ce sont les cancers les plus fréquents, le cancer du poumon, le cancer de la prostate ou le cancer du sein. Mais il existe aussi des cancers liquides, tels que les leucémies, qui touchent en fait les cellules du sang et notamment les cellules immunitaires. J'en entends parler partout, dans les journaux, sur les réseaux sociaux, dans les discussions anodines au café. Des histoires de personnes touchées, parfois des inconnus, parfois des amis d'amis, et puis plus proches encore. Certains parlent d'une épidémie silencieuse, d'une explosion du nombre de cas. Pourquoi si nombreux ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi notre génération ? Alors, il faut voir que les chiffres de l'OMS depuis 1975 montrent qu'il y a une augmentation de la prévalence des cancers. Les chiffres ont doublé depuis 1975. En 2020, on estime que près de 20 millions des patients déclarent un nouveau cas de cancer par an. En fait, ces chiffres, ils peuvent être dus à deux choses, la détection bien sûr, mais surtout le vieillissement de la population. Et oui, le vieillissement est un facteur de risque majeur de développer un cancer. Mais sachez qu'il existe d'autres facteurs de risque, notamment externes ou exogènes. Il faut savoir que la prise de tabac, d'alcool, aussi une consommation de nourriture riche en acides gras insaturés, sont des facteurs de risque de développer un cancer. Ajouter à cela des facteurs environnementaux, c'est-à-dire l'exposition à des toxiques environnementaux, peut augmenter aussi le risque de subir l'événement cancer. Des mécanismes biologiques, vous avez entendu parler par exemple du papillomavirus humain qui touche le cancer du col de l'utérus ou les virus de l'hépatite B et C qui peuvent entraîner un cancer du foie, sont aussi des facteurs de risque exogènes. Enfin, on a entendu parler tous dans la population de facteurs de risque génétiques. On pense qu'actuellement 5 à 10% en fait, des cancers sont liés à un risque génétique et à une transmission d'un gène en fait, à risque d'un parent vers un enfant. Aujourd'hui, le cancer n'est plus ce secret chuchoté derrière des portes closes. Il s'affiche sur nos écrans, dans les discours des personnalités publiques, dans les messages des artistes, des politiques ou des chefs d'entreprise. On le déclare, on le dénonce. On en fait une bataille, un combat affiché fièrement avec des rubans de toutes les couleurs. Mais avant, comment c'était avant ? Il y a 20 ans ou 30 ans, qu'est-ce que ça signifiait d'avoir un cancer ? Est-ce qu'en parler était dans les mœurs ? Ou le taisions-nous, comme un poids qu'on portait en silence ? Je pense qu'il y a peu de maladies dans lesquelles on ait vu une telle évolution sociétale. Je ne suis pas un perdreau de l'année, j'ai plus de 30 ans de chirurgie derrière moi, plus de 23 ans maintenant de pratique en centre de lutte contre le cancer au centre Henri Becquerel. Et j'ai vu l'évolution. L'évolution dans l'acceptation, même si on sait qu'en entreprise, c'est encore compliqué. Mais en tout cas, le tabou se lève, et il se lève de plus en plus,
voire il peut faire l'objet même d'un vrai combat. Certaines se sont engagées dans des combats presque militants, et pourquoi pas. Ce qu'on remarque, nous, en tant que praticiens, c'est que on a toute une génération de personnes dans les 60-70 ans. Quand on les interroge sur les antécédents familiaux, oui, 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 peut-être. Peut-être ma mère, peut-être mon père, peut-être mon oncle, mais finalement, c'était tellement tabou que ça n'était pas dit. Je pense que nos patients actuels, quand ils auront 60, 70 ans, seront capables, ou les enfants de nos patients actuels seront capables de dire « Oui, mon père, oui, ma mère, oui, ma grand-mère ont eu un cancer » et ça, je pense que c'est très important. L'acceptation des effets secondaires est différente aussi, notamment les plus voyants, hein, c'est la perte de cheveux. Les gens sont mieux informés, moins regardés. Les choses paraissent, en tous les cas, un peu plus simples dans la société en général. On a tous une idée assez préconçue de ce que peut être l'annonce d'une maladie grave. Un jour ordinaire qui bascule en un instant. Un appel, une anomalie sur un cliché ou dans une analyse, puis une attente insupportable. Des mots qui suspendent le temps. La peur s'installe. Suis-je malade ? Et si ce n'était qu'une erreur ? Est-ce le début d'un chemin que personne ne souhaite emprunter ? Nous ne saisissons pas toujours pleinement ce qu'on ressent et ce qu'on vit lorsqu'on y est confronté. Qu'on soit malade, proche ou soignant, il semble parfois nécessaire que cela fasse partie de notre propre histoire pour en saisir toute l'essence. C'est un moment extrêmement brutal, et il est brutal quoi qu'on fasse. Et il est brutal des deux côtés. Il est brutal du côté des patients, bien sûr. Leur vie bascule. J'ai pour habitude de dire qu'on passe notre vie à oublier qu'on est mortel. Et autour du mot cancer, il y a tellement de vécu, il y a tellement de gravité potentielle que le simple mot nous rappelle à notre statut de mortel. Il faut savoir gérer ça, et on le gère tous de façon totalement différente. Et à 18h, 18h15, le médecin revient avec les résultats de l'analyse de sang. Et donc, il m'annonce ce que j'ai. Et là, ce fut... donc, on m'annonce que j'ai une leucémie aiguë. Et là, l'aiguë, c'est la première question que j'ai eue, c'était combien de temps il me reste à vivre. Donc je revois la scène, la chambre, la configuration de la chambre, le médecin et l'infirmière sur la gauche. Et bien évidemment, il ne peut pas me répondre à cette question, mais qui pour moi est fondamentale parce que l'aigu, c'est ça passe ou ça casse, quoi. Et ce fut là tout un choc. C'est un véritable tsunami qui m'arrive. Je ne suis pas préparée à ça. Ce tsunami me tombe sur la tête et c'est épouvantable parce qu'il y a 3 milliards de questions à la seconde. Et en même temps, en me disant, on va vous dire ce qu'on va pouvoir faire en termes de traitement. Est-ce que... plein de questions à la minute, à la seconde. Et en même temps, cet état d'être complètement désemparé et paumé. Je ne sais pas comment le dire, mais en tout cas, c'est ma vie qui est en jeu, quoi. C'est pas un ongle incarné. Là, c'est une maladie mortelle. Honnêtement, au début, j'y ai pas cru. C'était pas possible. Pas moi, pas maintenant, pas un cancer. Et pour tout vous dire, j'ai même cru qu'on avait confondu mon dossier médical avec celui d'une autre patiente.
Donc le médecin ne prononce pas le mot cancer, mais je vois qu'elle est gênée. Et donc je lui demande si elle pense que c'est un cancer et elle me dit oui. Du coup, tout s'effondre parce que je ne m'attendais pas à avoir cette annonce. Et puis, je retourne dans la salle d'attente et là, les larmes commencent à couler sans pouvoir s'arrêter. Donc, je vais faire cette fameuse échographie, je la fais, et là, la dame, elle commence à me dire: «Ah, vous faites quoi dans la vie?» et cetera. Et au moment où elle se pose sur la masse, là, il y a un gros blanc et elle arrête de parler. Et là, je me dis: «Elle a vu un monstre dans mon cou ou qu'est-ce qui se passe?» Et en fait, elle me dit: «Bah, écoutez, il y a un nombre de ganglions incalculable avec un liquide que je n'ai jamais vu. Là, il faut absolument que vous alliez voir votre médecin». Donc elle transmet les résultats et cetera. Moi, je me dis: «Oh, j'ai un super traitement de faveur, j'ai des rendez-vous super rapides, la dame transmet mes rendez-vous, c'est super». Et en fait, le médecin me dit: «Là, il faut aller faire un scanner en urgence». Donc je passe de «Vous avez rien, vous dérangez les urgences» à «Ça devient urgent, vous avez rendez-vous en 2 jours pour un scanner». Normalement, le scanner, on n'a pas rendez-vous en 2 jours. Donc je vais faire ce fameux scanner, très sereine en me disant: «Alléluia, enfin je vais avoir des résultats et je vais aller à la pharmacie prendre des antibiotiques et ce sera réglé». Malheureusement, je fais ce scanner, on me convoque dans la salle, donc là je dis à ma mère: «Oh dis donc, les médecins ils sont super, d'habitude ils nous donnent le compte rendu, on rentre chez nous et c'est terminé». Et bien en fait non, le monsieur m'a convoquée pour m'annoncer que j'avais un lymphome de Hodgkin et qu'il fallait que j'aille sur le centre Henri Becquerel pour justement faire des examens parce que le diagnostic était quasiment posé. Et à la mammo, quand on commence à vous dire: «Ne bougez pas, on va refaire des clichés», vous commencez à froncer les sourcils et puis après la première annonce arrive à ce moment-là. Donc je ressors, de la mammo. Il faut que je reprenne mon souffle, tout comme ça m'arrive pour le moment. On revit toujours ça. Il faut que je reprenne mon souffle, il fait beau et je me dis: «Mais c'est pas possible, c'est pas déjà fini. Ça s'arrête pas là ma vie, je comprends pas». Et puis, je reprends pied. Il faut aller passer des examens ensuite et il y a quand même une deuxième annonce entre guillemets le 22 août, du chirurgien qui confirme, un cancer. Donc, 2e effet qui se coule, donc on reprend son souffle et après on se lance dans la bataille parce qu'on n'a pas le choix. Et donc, je suis hospitalisée dès le lundi en médecine interne et là s'enchaînent un tas d'examens. On me parle au départ d'une petite inflammation et au bout de quelques jours, on me parle tout de suite de cancer. Heu, on commence à aborder des sujets assez graves, mais en même temps personne veut trop se mouiller, veut trop me dire la chose parce que on peut pas, enfin tant que les analyses, les examens n'ont pas fait ressortir, vraiment ce qu'il en est, personne n'ose trop me dire les choses, mais je comprends que ça s'active autour de moi et au bout de quelques jours en médecine interne, on me fait comprendre que je vais être transférée au centre Henri Becquerel, donc centre de cancérologie, parce que ça commence à se préciser et on commence à mettre des mots sur ce qui se passe. On me dit que c'est un cancer du sang, mais on n'arrive pas encore à identifier ce qui se passe. Et alors, moi, c'est tout qui s'accélère. Je passe de ma petite vie tranquille à j'ai quelque chose sans doute de très grave. Et au fur et à mesure des annonces, mon état se détériore. C'est comme si mon corps avait compris que maintenant il était entre de bonnes mains et qu'il pouvait tout relâcher. Et donc maintenant, c'est l'enchaînement d'annonces. Je suis donc transférée au centre Henri Becquerel, donc en cancérologie, et je rencontre ma future hématologue qui, au bout de 2 jours, me fait des annonces assez dingues qui bouleversent soudainement ma vie. Elle m'annonce du coup que j'ai un lymphome de Hodgkin, que je vais perdre mes cheveux, qu'il n'y a pas d'autre possibilité, que effectivement aujourd'hui il existe des façons de garder sa chevelure, mais que moi le protocole que je vais suivre ne pourra pas me permettre de garder mes cheveux. Et on m'explique surtout que d'ici quelques jours, je vais démarrer un protocole de chimio qui sera lourd et qui durera quelques mois, que je vais être en arrêt pendant des mois, et d'un coup toute ma vie bascule. Et je vois le médecin dans la foulée qui me dit: «Bah, voilà, je vous fais une écho parce que, il y a un truc, au niveau du sein gauche». Et là, je lui dis: «Le truc, c'est un cancer?» Elle me dit: «Oui». Et là, dans ma tête, à ce moment-là, c'est: «Merde, comment je vais dire ça à mes parents?» Maman étant suivie déjà pour 2 cancers, ça commence à faire beaucoup, et merde,
J'ai pas de prévoyance, puisque comme tout bon chef d'entreprise indépendant qui se respecte, je n'ai pas de prévoyance. Nous sommes en juin 2013 et suite à une simple mammographie de contrôle, il s'avère que celle-ci n'est pas terrible, mais vraiment pas terrible. Donc, rendez-vous avec le médecin qui nous prescrit une biopsie. 2 semaines après, le résultat de la biopsie tombe. C'est pas bon. Pas bon, pas bon, pas bon. Rendez-vous avec le chirurgien qui là nous annonce cancer phase 3 invasif. Le chirurgien a essayé d'être rassurant, optimiste, serein sur la suite. N'empêche que le couperet tombe et là, il faut l'annoncer aux enfants, à la famille, aux amis, tout en essayant de minimiser, de les rassurer pour ne pas trop les inquiéter. Mais bon, les gens ne sont pas abrutis, ils savent bien de quoi on parle. Et donc, à partir de là, 2 choix s'offrent à nous. Soit on tombe dans la dépression et on s'en remet à la fatalité, soit on choisit le combat, on entre en guerre. Et c'est le choix que nous avons fait avec mon épouse. Nous sommes restés positifs, optimistes, et nous avons gardé notre humour. Alors l'humour, certes, c'est un bouclier, un paravent, mais c'est aussi une arme de guerre. Et c'est l'arme que nous avons choisie. Et nous avons eu toujours un credo. Avant chaque chimio, c'était en avant Guingamp. Et c'est ça qui est difficile, que je vais trouver difficile dans le parcours du cancer du sein, c'est que comme on nous dit qu'il y a entre 80 et 90% de taux de survie, on nous enlève en fait le droit de stresser ou de penser à la mort. Forcément, quand on vous parle, quand on vous annonce un cancer, derrière le mot cancer, on pense tous à la mort, forcément. Parce qu'on connaît tous quelqu'un qui est décédé d'un cancer. Et même si on a, par chance, un cancer du sein qui fait partie des 80% de taux de survie, déjà, on parle de taux de survie à 5 ans. Et ça, c'est aussi flippant parce qu'on se dit taux de survie à 5 ans, c'est-à-dire que j'ai 5 ans, je peux vivre encore 5 ans. Et après, on parle d'un taux de survie à 10 ans. Et donc, c'est l'inconnu. C'est l'inconnu, mais il y a quand même 12 000 femmes qui en meurent chaque année. Et donc, forcément, on se dit qu'on peut être, faire partie de ces 12 000 femmes. Il est brutal aussi du côté des soignants. Quand vous commencez une consultation, on débriefe les dossiers, on regarde un petit peu. On s'aperçoit qu'en 5e position, oula, il y a un dossier, waouh, ça va être dur. On le sait, on a l'expérience, on le sait. Alors on va voir le premier patient en pensant à ce fameux dossier. On va voir le 2e patient, on pense toujours à ce fameux dossier, le 3e, etc. Puis on arrive à ce dossier où on sait que ça va être difficile. Et puis des fois, c'est plus difficile que prévu ou moins difficile que prévu. Et pourtant, on a anticipé les problèmes, on a essayé de faire de notre mieux. Mais la brutalité, elle est aussi pour le soignant. Aucun d'entre nous n'est programmé pour ça. On n'est pas des robots. On a de l'affect, on a du vécu, on a des gens, des proches qui ont eu parfois des cancers avec des évolutions variables. Il ne faut pas transférer, il faut être empathique. Et je pèse mes mots, c'est de l'empathie. On n'est pas là pour être sympathique. Sympathique, c'est souffrir avec. Non, on est là pour être empathique. Il faut reconnaître l'autre dans sa souffrance. Or, c'est nous, à l'instant T, lors de l'annonce, qui provoquons la souffrance. Donc on est souvent assimilé à ça. Et parfois, on nous renvoie une vraie brutalité. On peut avoir des patients qui nous agressent lors d'une annonce. Ça arrive. Ça arrive même très souvent. Et personnellement, j'ai pour habitude d'arrêter tout de suite, de regarder le patient et de lui expliquer qu'on est dans le même bateau, qu'on fait partie de la même équipe.
avec l'annonce arrive la peur jour et nuit, arrive l'inquiétude vis-à-vis de la famille, vis-à-vis des amis. En fait, après, j'étais plus inquiète pour eux que pour moi, parce que je ne savais pas comment leur annoncer et je savais pas. J'ai attendu le rendez-vous avec le chirurgien. Je ne savais pas comment leur annoncer, je ne savais pas comment faire et je ne voulais pas qu'ils aient peur. Parce que moi, j'avais déjà suffisamment peur. Il ne fallait pas que je m'en rajoute, il fallait que je passe tous ces événements le plus sereinement possible. Il a fallu que je l'annonce également à ma mère, voilà, qui elle-même gardait mes enfants, et de l'annoncer à mes enfants une fois qu'ils étaient revenus de vacances avec elle. Où là, par précaution, je leur ai dit: «Bah oui, voilà, les médecins ne savent pas trop, j'ai voulu les préserver, les médecins ne savent pas trop, ce que j'ai». Donc je suis hospitalisée, pour ça, donc j'ai voulu les sécuriser pendant 1 semaine avant qu'ils ne rentrent et lorsqu'ils sont rentrés, sur Rouen, je leur ai, dit ce que j'avais et là, c'est pareil, c'est comment ça se passe, quoi? C'est ils voient leur mère là et ça peut ne plus être, quoi. Enfin voilà, voilà, c'est assez éprouvant, à tout niveau, quoi. Psychiquement, physiquement. Avec mon mari, on l'a annoncé à nos enfants, nos 2 garçons, qui à l'époque avaient 13 ans et 11 ans. C'est jeune, mais c'est pas tout petit non plus. Donc on a beaucoup discuté, on leur a expliqué, on a parlé, on a dit les mots. Et on a essayé de mettre aussi un petit peu d'humour pour dédramatiser tout ça. J'ai reçu un message me disant que la mammographie avait montré des choses très inquiétantes et qu'il fallait d'urgence approfondir les recherches pour voir s'il s'agissait d'un cancer. Donc je me souviens n'avoir pas trop su quoi répondre et lui avoir dit que je comprenais qu'elle soit inquiète et que moi aussi j'étais inquiète. Et avec le recul, je suis contente de ne pas lui avoir dit que c'était rien, que c'était sûrement une fausse alerte parce que ce jour-là, on a été un petit peu liés pendant quelques temps par cet événement qui s'est transformé en quelque chose de grave par la suite. Ce qu'il y a de délicat, je trouve, dans l'annonce du cancer, il y a une grande part de décalage dans le vécu entre le moment où nous on y est en tant que soignants et le moment où les patients sont en face, dans le sens où c'est sûr que le cancer c'est une nouvelle qui fait plaisir à personne, que c'est stupéfiant et ça arrête beaucoup de choses, ça provoque tellement d'émotions dans la tête du patient en face qu'il y a plein de moments, plein de choses qu'on dit en face qui ne sont pas entendues directement. Et en face de ça, pour nous soignants, le tic-tac, il a déjà commencé parce que le cancer, tant qu'on ne le traite pas, lui, il continue à pousser, il ne sait rien faire d'autre. Et il y a pour nous une certaine urgence à traiter, alors que le patient, lui, n'est pas encore dans cette urgence-là, il est juste stupéfait du diagnostic. Et je trouve que ce décalage n'est pas facile parce que nous, en tant que soignants, on a envie de faire le mieux possible pour la personne en face. L'angoisse du cancer, de la mort, déjà, elle n'est pas directement pour nous. Et en plus, c'est un peu pour ça qu'on a fait ce métier, pour la transcender, en fait, en quelque sorte, pour essayer de faire quelque chose, pour garder la vie à tout prix. Et donc, tout ce travail, tout ce deuil, c'est pas, le soignant, il ne le vit pas directement, il l'a déjà fait depuis longtemps, il est déjà dans l'étape d'après, l'étape de maintenant, on fait quelque chose. Et les patients ont plus ou moins besoin de temps pour passer à cette étape active de l'acceptation de leur maladie, de maintenant on traite. Et c'est pas toujours évident de trouver la vitesse qui correspond à la personne en face. Et je pense que ça fait partie des raisons pour lesquelles parfois les soignants sont considérés peut-être comme un peu froids ou en retrait, ou que l'annonce a été faite de façon peut-être qui n'a pas toujours été trouvée suffisamment délicate par le patient. Mais c'est vrai qu'il y a un décalage et nous, on a une urgence à soigner, alors que pour le patient, il y a eu urgence à accepter la mauvaise nouvelle et à avoir envie de se battre derrière. Après l'annonce et le choc, il y a l'urgence. Urgence à traiter, à soigner.
On emploie très souvent un vocabulaire issu de la guerre quand on y fait référence. Combattre, lutter, vaincre la maladie. Les soignants proposent même leur arsenal thérapeutique. Ce qui caractérise le plus cette nouvelle étape, c'est ce tourbillon, rythmé par le flot des annonces, des rendez-vous, des traitements et de leurs conséquences qui s'enchaînent. On vit au rythme effréné des soins qui, au fur et à mesure, nous remodèlent. Tous ces changements physiques auxquels nous ne sommes pas préparés entraînent de nombreuses pertes et font perdre un peu de soi et de son identité. Je trouve qu'on est pris dans un tourbillon et on ne se pose pas trop de questions. Et on suit le planning élaboré par les équipes médicales. Donc les millions de rendez-vous médicaux, les différents examens, les opérations, les séances de soins, les diverses consultations. Et on ne réfléchit pas vraiment et on garde son énergie pour combattre la maladie et aller de l'avant. Pour les séances de chimiothérapie, on m'a mis ce qu'on appelle une chambre implantable. Donc c'est un petit boîtier, une sorte de petit boîtier avec un tuyau fin et souple qui est complètement sous la peau. Et ce dispositif, il permet de préserver mes veines pendant les séances de chimiothérapie. Et les enfants ont trouvé que j'étais devenue une maman bionique. Et comme j'avais maintenant en permanence sur moi une chambre, que ça serait beaucoup plus simple pour faire la sieste. J'ai trouvé que c'était drôle et ingénieux comme remarque. Les séances de chimiothérapie étaient longues et éprouvantes, mais j'ai aussi trouvé ça difficile quand j'ai perdu mes cheveux. Ça a été une expérience assez traumatisante pour moi de me raser les cheveux, même si mon fils de 11 ans a été impressionné de pouvoir toucher mon crâne et de voir qu'il était très doux. Voilà, tout au long de ce parcours, à chaque fois que il y avait également un ou des médecins qui passaient tous les jours pour voir comment mon état évoluait. À chaque fois, ils m'annonçaient des résultats d'analyse qui n'étaient pas bons, mais moi, j'y connaissais rien. Mais à chaque fois, c'était pas bon et j'avais le sentiment de me prendre une claque à chaque fois. C'était et j'ai associé ça à un film qui est Les sous-doués passent le bac, hein, où en fait il y avait la boîte à baffes et à chaque fois qu'il y avait un médecin ou enfin un professionnel qui m'annonçait mes résultats, j'avais l'impression de me prendre une claque à chaque fois. Je me disais c'est pas possible, tu les collectionnes, quoi. On parle de mastectomie ou de mammectomie, on ne prononce jamais le mot ablation, mais en vérité c'est une ablation, on nous retire une partie de notre corps et déjà c'est traumatisant en fait de voir le vide à côté de sa poitrine. Mais pour moi, le fait qu'on puisse laisser soit un excédent de peau ou soit une cicatrice boursouflée atroce, c'est vraiment une mutilation. C'est vraiment un manque de respect pour le corps des femmes, en fait. Et j'étais assez indignée par ça. Et donc, j'ai demandé à mon chirurgien, je lui ai dit, tout ce que je veux, c'est que ce soit une cicatrice propre, nette et bien plate. Et il m'a dit, ça devrait être dans mes cordes. Le cahier que j'ai acheté, mon cahier rose, dans lequel j'ai mis tout ce que je vivais pendant tout ce temps, l'opération, les soins, mais surtout mon entourage. Moi, cet événement, ça a été un tiers de médical, bien évidemment, que j'ai noté dans mon cahier parce que je ne voulais pas oublier, mais les 2 tiers, ça a été mon entourage, mes amis, ma famille, ça a été les goûters avec les copines qui venaient à la maison, ça a été les restaurants, ça a été des petites cartes qui représentaient aussi ce que je vivais. Alors, quand j'ai commencé les rayons, j'ai collé une carte dedans avec des soleils. Voilà, ça y est, je vais rayonner. C'était les ballons au centre Julio. Ça a été le lendemain de l'opération, mes infirmières
qui s'appellent Christelle toutes les deux, mes deux Christelle, qui se sont prises en photo avec moi. J'ai pris des photos avec les infirmières, j'ai pris des photos, moi, de mon opération. J'ai pris les photos de mes goûters avec les copines, les restos. J'ai pris des photos de tout ça, j'ai mis des cartes, j'ai imprimé les mails, les nombreux mails que j'ai reçus de soutien. J'ai photographié les cajots de fruits et de légumes qu'une amie m'a portés pour que je retrouve la santé. Et ça a été surtout ça, le pendant, à la fois un point de vue médical. On ne l'occulte pas, il y a la douleur, il y a toujours cette peur, il y a toujours... Mais on se laisse aller, on se laisse aller. Et puis voilà, il y a eu mon cahier qui a fait que j'ai raconté tout ça, mais de façon aussi agréable, ludique, parce que c'est ma façon d'être. Les avancées médicales et les progrès thérapeutiques actuellement permettent une meilleure prévention du cancer, une prise en charge précoce, mais aussi une amélioration thérapeutique pour le traitement des cancers. En réalité, le traitement du cancer, il est connu par le grand public. Il s'agit d'une combinaison thérapeutique qui associe classiquement la chirurgie, la radiothérapie parfois et ou la chimiothérapie. Et donc, vous l'aurez compris, il existe 3 types de prise en charge thérapeutique. La chirurgie, qui consiste, lorsque le cancer est localisé, en une chirurgie la plus extensive possible et qui permet dans certains cas, à elle seule, de traiter le cancer. La radiothérapie, elle a été caractérisée il y a maintenant plus de trentaine d'années, et elle permet, grâce à l'utilisation de rayons ionisants, de casser les brins d'ADN dans des cellules tumorales en prolifération. Elle a montré des avancées thérapeutiques majeures. Elle permet aussi, en tant que telle, de traiter le cancer dans certains types de prises en charge. Et puis, d'un point de vue médicamenteux, maintenant, il existe plusieurs classes de médicaments. On va bien sûr citer la chimiothérapie, qui est très très connue du grand public, qui a émergé dans les années 50 et qui s'attaque très spécifiquement aux cellules en prolifération rapide. C'est pour ça aussi que l'on note de nombreux effets secondaires, comme on le note chez les patients traités par chimiothérapie. Elle est pour autant très efficace et elle permet pour beaucoup le soin et de guérir en fait les cancers des patients traités par chimiothérapie. Finalement, ça s'est passé en douceur. Le personnel médical a été adorable. Il y a eu un groupe de soignants qui sont venus me voir toutes les 2 heures pour vérifier le pansement, pour savoir si tout allait bien. Et puis, à quelques heures du départ de la clinique, l'infirmière devait changer le pansement. Et donc, c'est là que je pouvais voir aussi... J'avais vu petit à petit, j'avais osé regarder le vide. Mais là, j'allais voir encore de plus près. Et donc... je lui ai demandé si elle pouvait me tenir la main. Et voilà, je me sentais peut-être un peu ridicule, comme une petite fille. Mais c'est ça en fait, c'est quand on est malade, on est face à la peur et on redevient comme une enfant. Et donc cette infirmière m'a tenu la main pour que je puisse regarder et ça m'a fait énormément de bien. Et pendant le parcours de soins, on voit bien que à force, on peut perdre son humanité en tant que professionnel de santé. Quand tout s'enchaîne, on imagine bien aussi le quotidien, on imagine bien que au bout d'un moment, ils n'ont peut-être pas le temps d'avoir un mot gentil, mais finalement, on y gagne énormément de temps. On gagne énormément de temps à rassurer et parfois juste une main posée sur le bras, ça peut aider à passer une étape qui nous fait vraiment peur. Et on gagne du temps finalement. Et on gagne du temps pour eux, sur le temps du soin. Et nous, on gagne du temps aussi sur notre construction psychologique. Il y a quelque chose que je trouve un peu difficile dans la relation patient-soignant, c'est probablement de mettre la distance, mais la bonne distance. Parce que, oui, il y a une relation, et en même temps, oui, on est le soignant,
Et oui, on partage la peine du patient et on se rend bien compte d'à quel point c'est difficile les traitements, d'à quel point les souffrances, la douleur de l'intervention, la perte d'un morceau de soi-même hein, est compliquée. Mais en même temps, je reste persuadée qu'il faut faire attention à ne pas se laisser envahir trop par nos propres émotions. Bien sûr, on a aussi des émotions. C'est pas toujours très facile d'annoncer certaines mauvaises nouvelles. Il y a des situations qui touchent plus que d'autres. Je me souviens d'avoir opéré une petite fille qui avait exactement l'âge de mon dernier. Je revenais juste de congé maternité quand on m'en a parlé. La première chose que je me suis dit, c'est « Ah non, je ne veux pas opérer cette petite ». Et en même temps, ça, c'était la réaction complètement émotionnelle. En vrai, effectivement, oui, il fallait opérer cette petite. D'ailleurs, maintenant, elle est grande, elle va très bien et je suis toujours en contact avec elle. Mais c'est vrai que si je m'étais trop mis comme une maman, je ne sais pas si j'aurais fait l'intervention, parce que pour le coup, c'était quand même une chirurgie vraiment très mutilante. Et là, il y a la petite voix de « Ah, mais à quoi bon? Est-ce que vraiment ça va marcher? Toute cette souffrance, t'es pas vraiment sûr que ça marche ?» Parce que le problème du cancer, c'est l'incertitude. Oui, on fait tout ça pour guérir les gens, mais ça guérit pas à chaque fois. Malheureusement, ce qu'on fait, faut rester suffisamment humble devant le cancer. On sait que parfois, c'est lui qui gagne, même si nous, on a fait tout ce qu'il fallait pour. Et nous, on a notre incertitude à apprivoiser. Et il faut qu'on fasse, je pense, attention à pas forcément trop la montrer aux gens parce que c'est pas rassurant pour le patient et à pas nous laisser nous embarquer dans trop d'émotions. Et un peu de la même façon qu'au bloc opératoire, le patient est recouvert par des champs opératoires et donc il n'y a plus que l'organe qu'on a opéré et donc ça aide beaucoup à se déconnecter de l'aspect humain de la personne qu'on est en train de soigner. C'est plus vraiment une personne, c'est plus qu'un organe pendant au moins le temps de l'intervention. Je pense qu'en consultation, il faut faire un petit peu attention à certes être proche, être disponible, être accessible, répondre aux questions, et néanmoins pas se retrouver les larmes aux yeux tant que c'est possible, on va dire, et savoir rester le plus technique possible et le plus rassurant dans la technique, sans montrer trop de peine, en étant en empathie, mais de préférence pas tellement plus que ça. Le chirurgien nous annonce le déroulé des festivités, si je puis dire. Donc, batterie de soins, rendez-vous anesthésiste, prise de sang, rendez-vous médicaux, etc. Vient ensuite, très vite, car il y avait urgence, l'opération. Là, l'opération, c'était une journée mémorable pour moi. Car à l'époque, j'étais chef d'entreprise, une dizaine de salariés. Et d'habitude, dans l'entreprise, ça rigole, on écoute de la musique, une ambiance joyeuse, travailleuse, bien sûr, mais joyeuse. Et étonnamment, ce jour-là, donc mes salariés étaient bien évidemment au courant, mais il régnait un calme, un silence de mort, si je puis dire. Mes salariés se sont montrés concernés par ce qu'il nous arrivait. Et ça m'a beaucoup touché, vraiment beaucoup touché. Suite à l'opération, c'est la chimio. La chimio, pendant 6 mois. Et là, bien sûr, j'accompagnais ma femme à chaque chimio. Ma femme commence à perdre ses cheveux, ses cils, ses sourcils. Se pose la question, perruque ou foulard? Elle est allée en rendez-vous chez le perruquier pour commander une perruque qu'elle n'a jamais été chercher. Elle a fait le choix du foulard. Mais elle reste belle, elle reste très belle. Elle ne mange pas, ou peu. Je cours à droite à gauche dans les pharmacies pour les dévaliser de compléments alimentaires, tout aussi dégueulasses les uns que les autres. Et là, un grand sentiment d'inutilité et d'impuissance m'envahit. Même si, pour le malade, la présence de l'aidant est très importante,
N'empêche que j'ai quand même ce sentiment. Et, vous voyez, à 50 ans, chef d'entreprise, 95 kilos, on peut se dire, il est solide le bonhomme. Eh ben non. La bête s'écroule comme une vieille bouse dans un pré de vache. Mais je me suis écroulé en cachette, sans le montrer ni à ma femme, ni à mes amis. Déjà, on m'a annoncé que le travail, ce serait pas avant quelques mois, qu'il allait falloir que je me mette sur pause quelque temps. Et se mettre sur pause, c'était quand même une bonne expression parce que pour le coup, c'est toute ma vie qui a été chamboulée. Du jour au lendemain, je me retrouve à suivre un protocole de chimio. Donc, c'est des rendez-vous médicaux qui s'enchaînent. C'est un infirmier à domicile qui vient tous les jours. J'avais aussi un cathéter central sur le bras, donc un câble littéralement qui était dans mon bras et qui du coup me permettait de faire passer la chimio. Et donc je devais vivre avec ça tous les jours. Donc ça veut dire des douches aussi qui sont compliquées à prendre parce qu'il ne faut pas mouiller le cathéter. En fait, c'est tout un tas de situations que je me suis retrouvée à vivre du jour au lendemain. C'est tout un quotidien que je ne connaissais pas aussi, qui est tout nouveau pour moi. Et puis surtout un secteur médical que je me retrouve à fréquenter du jour au lendemain, alors que j'étais à des années-lumière de m'imaginer qu'un jour je pourrais vivre ce genre de choses. Et voilà, ça a été pendant des mois un mélange de tout un tas d'émotions à la fois avec toute ma famille, tous mes proches. On a tous mis notre cerveau en off. On s'est dit, en fait, là, on n'a pas d'autre choix, c'est que d'avancer. Enfin, il faut avancer, en fait. C'est que c'est dur, certes, ça ne sera pas facile tous les jours. On va pouvoir pleurer de temps en temps, mais il faut qu'on avance, il faut qu'on s'en sorte ensemble. Et je crois qu'on n'a pas laissé trop de place à la tristesse. J'ai décidé d'affronter ça avec le sourire comme je sais le faire au quotidien. Et puis voilà, j'ai affronté les choses petit à petit. J'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Le traitement a suivi son cours. Et au bout de quelques mois, j'ai eu de la chance. Tout s'est passé pour le mieux. Tout était dans l'amélioration constante. Et j'ai pu m'en sortir au bout de quelques mois. On a annoncé la rémission 6 mois après l'annonce du cancer. Donc je suis très reconnaissante de tout ce que j'ai vécu aussi parce que ça a été quand même, ça m'a permis d'apprendre aussi beaucoup de choses et de ressortir plus forte. Et voilà, le traitement s'est terminé au bout de quelques mois et la chimio a marqué la fin, mais aussi le début d'autre chose. Les soins vont démarrer, je suis prise en charge à Becquerel et là, le médecin commence par me faire toute une série d'examens parce que j'ai des vertiges, je suis fatiguée, etc. Donc, on va aller vérifier. Et à ce moment-là, il y a quand même beaucoup de choses dans ma tête parce que moi, je suis à mon compte, mais je suis toute seule, je n'ai pas de salarié. Une chance énorme, j'ai une amie qui se renseigne à ce moment-là chez son assureur, qui me trouve une prévoyance que je peux souscrire sans supplément, même si je suis touchée par un cancer. Donc déjà, la partie financière, je sais que je vais être plus sereine parce qu'il y a cet aspect-là qui va se mettre en place. Mais par contre, j'ai moi cette envie de vouloir continuer à travailler, de ne pas laisser tomber mes clients. Et donc, il y a un peu tout qui se mélange à ce moment-là. Alors, je me dis, bon, quand même, priorité aux examens, même si l'établissement de soins fait en sorte de prendre en compte mon agenda professionnel pour caler les examens. Ça, c'est une richesse incroyable. Et je vais passer cette batterie d'examens pendant à peu près 1 mois et demi. Et à partir du moment où le chirurgien me dit, elle reprend tous les organes et elle me dit, le cerveau, il n'y a rien, la gorge, il n'y a rien, les poumons, il n'y a rien, etc. C'est un cancer du sein isolé. Voilà ce qu'on va faire. Il y a un plan d'attaque. Après, c'est terminé. J'ai plus peur. Je rentre dedans. Je me dis, ça y est, j'y vais. Et à côté de ça, je me dis, je vais faire 100% confiance aux médecins dont c'est le métier. Je vais les laisser faire. Mais je n'ai pas envie que le cancer prenne le pas sur ma vie. Bon, soit dit en passant, j'ai quand même trouvé mon maître, celui qui m'a dit, tu vas peut-être arrêter de travailler un petit peu. Mais je me dis, moi, je vais agir sur ce sur quoi moi, je peux agir, c'est-à-dire mon mental, mon moral. Et je vais m'accrocher à ça. Et je n'ai pas envie de fermer ma société parce qu'elle est importante pour moi. Et donc, je vais tout faire pour continuer à travailler. Et c'est là que je fais le choix de le dire à mes clients, à mes fournisseurs, y compris à des concurrents. Et là, j'ai cette transparence, cette authenticité me fait
voir en fait que je suis très entourée et que les gens sont d'une extrême bienveillance par rapport à cette transparence que j'ai à ce moment-là. Et en fait, pour moi, il était inconcevable d'arrêter mes études parce que c'était la seule chose à laquelle je me rattachais et j'y accordais vraiment de l'importance, donc il n'était pas possible que j'arrête. Donc au début, j'ai persisté, j'ai essayé de poursuivre les cours tant bien que mal, on me les envoyait, j'avais des visios. Et puis à un moment donné, d'un point de vue santé, c'était plus possible. En fait, je passais ma vie aux toilettes ou couchée ou hospitalisée, donc c'était très compliqué d'allier mes études et ma santé. Donc j'ai dû malheureusement mettre ça en pause. Et en fait, je suis revenue quelques mois après, une fois que la chimiothérapie, les effets s'étaient un petit peu atténués, on va dire, et j'arrivais à surmonter tout ça. Et en fait, j'ai commencé à demander des aménagements, parce que déjà, on était en pleine période Covid, donc quand on est immunodéprimé, qu'on n'a pas de système immunitaire et qu'on a eu un cancer, aller dans un endroit où il y a plein de microbes, dont un Covid qui, à l'époque, n'était pas très connu et très peu maîtrisé, c'était clairement aller tout droit vers le suicide. Donc il était hors de question que je retourne sur les bancs de l'école. Donc au début, les professeurs ont joué le jeu, ils reprenaient les cours en visio, mes camarades de classe me les envoyaient, c'était vraiment agréable. Et puis à un moment donné, ça s'est estompé. On m'a de moins en moins envoyé les cours, je voyais de moins en moins de profs, ils se connectaient plus. Et puis à un moment donné, je leur ai demandé si c'était possible, plutôt que de faire les partiels parce que j'avais loupé beaucoup de mois de cours, d'avoir un aménagement pour éventuellement monter des dossiers, donc avoir les matières avec moi et leur rendre un dossier de 30-40 pages qui mêlait toutes les spécialités. Et on m'a répondu que c'était complètement possible et qu'il n'y avait pas de problème. Donc j'étais super contente, j'ai commencé à m'y mettre, je me suis dit c'est alléluia, j'ai pas perdu un an de ma vie et je vais pouvoir reprendre mes études normalement, en année 2, retourner en présentiel, etc. Malheureusement, 5 jours avant les partiels, on m'appelle et on me dit « Écoutez, mademoiselle, on ne fait pas de traitement de faveur, on ne peut pas vous proposer de rendre des dossiers, il faut que vous passiez les partiels comme quelqu'un de normal. » Une fois que le diagnostic du cancer a été posé, Adeline, du coup, ma collègue et amie, est restée travailler pendant quelques temps. On partageait le même bureau, donc on a partagé beaucoup de moments ensemble, avec des émotions diverses et variées. On a passé du temps, par exemple, à aller sur les sites internet des établissements de santé où il y avait parfois des vidéos promotionnelles qui incitaient à choisir tel ou tel établissement et ça nous faisait beaucoup rire parce qu'on trouvait ça assez ridicule. Des photos de professionnels où on essayait de deviner la personnalité du chirurgien potentiel, celui qui lui irait. Et des sujets beaucoup moins drôles comme tout ce qui lui faisait peur, la perte de ses cheveux, le fait de perdre potentiellement un sein ou pas. On a choisi des chansons pour son enterrement, enfin des sujets tabous qu'elle ne pouvait pas forcément aborder avec des plus proches. L'écriture de son testament aussi. Et ça a été beaucoup de temps à la voir pleurer, à l'accompagner dans tout ça, et puis en lui disant qu'elle avait le droit d'être triste et qu'il fallait qu'elle arrête aussi de se mettre entre parenthèses pour continuer à assurer ses missions professionnelles et qu'on prendrait le relais sans aucun problème. Mais moi, je pensais qu'elle avait besoin de venir encore au boulot pendant quelques temps pour pas se retrouver toute seule dans la journée chez elle, à penser qu'à son cancer, en fait. Et donc, elle a fini par partir en congé maladie, une fois qu'elle n'a plus réussi à gérer les deux. Et puis, j'ai fermé en septembre 2024, quand j'ai terminé la kiné. J'ai mis une dernière carte dans mon cahier, une dernière carte, voilà, qui est Albert Camus. Au milieu de l'hiver, j'ai découvert en moi un invincible été. Et j'ai refermé mon cahier. Termine. Voilà. Fin de la chimio. Et là, fin des soins. Tout s'arrête, du jour au lendemain. Cette nouvelle étape, c'est celle où le sentiment d'être porté fait place à celui d'un grand vide. Ces rendez-vous médicaux réguliers deviennent de plus en plus espacés. Les équipes soignantes, avec qui on a partagé un bout de notre chemin et si présentes jusqu'alors, deviennent un lointain souvenir. Ici, se mêlent les sentiments qu'il y a un avant et un après, qu'il va falloir se réapproprier son corps, mais aussi sa vie. Dans ce flot d'interrogations domine l'incertitude, une épée de Damoclès, mais aussi celle de comment réécrire sa propre histoire.
Il s'agit de reprendre le cours normal de sa vie avec les séquelles de la maladie ou encore des traitements. Chaque parcours de soins redessine l'orientation des trajectoires de vie, toutes uniques et singulières. J'ai trouvé que l'après, c'était une épreuve aussi. Il y a comme un vide. En fait, j'étais très entourée avec le personnel soignant, mes séances de soins, et puis tout d'un coup, plus rien. Il y a eu comme un contre-coup, et je me suis sentie un peu perdue. Et je pense que finalement, c'est à ce moment-là, dans l'après, que je me suis rendu compte de tout ce que j'avais vécu et traversé. Et c'est à ce moment-là aussi où toutes les émotions remontent un peu à la surface. Je suis passée d'une vie à 100 à l'heure, très cadrée, très entourée, avec mon protocole, avec le personnel soignant, à quasiment plus rien. Et j'avoue que je ne m'attendais pas à ça. Je crois que je n'étais pas préparée. Et il ne faut pas hésiter à se faire aider. Alors, le ressenti des patients, une fois les traitements terminés, peut se révéler assez complexe et assez difficile. Alors, en fait, il y a une certaine ambivalence, je dirais. C'est-à-dire qu'il y a la joie, on va dire, que les traitements se terminent et que cette phase aiguë de traitement s'arrête. Et puis à la fois, la crainte de se retrouver seul, que la maladie revienne, d'avoir voilà, des effets des traitements, des séquelles des traitements qui peuvent perdurer à gérer seul, ne pas avoir d'interlocuteur à qui parler. Et ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus fréquent. Ce sont des déclarations qu'on entend de plus en plus, et je crois qu'il y a une vraie volonté de prendre en charge en fait cette phase de traitement qu'on peut appeler l'après-cancer. Ce que j'aime bien dire aux patients, c'est que je vais les remettre, qu'il va falloir qu'ils mettent leur vie entre parenthèses pendant le temps des traitements actifs, et que l'objectif, c'est qu'ils reprennent leur vie à peu près où elle était à la fin des traitements actifs. Et ce qui peut parfois être un peu compliqué pour certains patients, c'est que du coup, ils n'entendent pas leur vie d'après, ils entendent leur vie d'avant, ils entendent leur vie comme si le cancer n'avait pas eu lieu, et ça, malheureusement, c'est impossible. Moi, j'aimerais bien être une magicienne pour que ça n'ait pas lieu, mais évidemment, ce n'est pas possible. On peut juste faire tout ce qu'on peut pour aider la personne, effectivement, à reprendre son activité, ses amis, sa vie de famille, comme si il ne s'était rien passé. Mais c'est vraiment que comme si. Et il y a une autre étape du deuil ou du changement à ce moment-là qui peut prendre plus ou moins de temps en fonction des gens, parce que ça va dépendre de comment ils ont entendu mon fameux « on va reprendre votre vie comme si ». Il y a des patients qui continuent à demander des choses malheureusement pas possibles, et il faut savoir accompagner cette lente acceptation en fait des séquelles ou des changements physiques liés à la maladie. C'est pas toujours facile pour nous non plus, parce que ça remet en question, faut pas se sentir remis en question dans ses capacités médicales ou techniques ou autres. Et il faut essayer d'aider comme on peut, et en même temps essayer d'aider à accepter que oui, c'est presque comme avant, mais que maintenant il s'est passé quelque chose, et que ce quelque chose, il est là, qu'il fait partie de leur vie, et que ça fait partie d'eux. Donc malheureusement, c'est pas resté sans conséquence. J'ai aujourd'hui la carte de stationnement, la carte de priorité, la reconnaissance en qualité de travailleuse handicapée. Donc ça a été une réalité qui a été compliquée à accepter, parce que à 18 ans, entendre le mot « vous avez un cancer », puis à 22 ans, entendre le mot « vous êtes handicapé », c'est des mots où, quand on les entend, on a l'impression que c'est un peu des grossièretés et ça fait mal. C'est comme une plante, ma vie, ça a été comme une plante qui grandit, puis à un moment donné, elle a été coupée. Donc elle n'a pas pu continuer à grandir comme ça. Sauf qu'elle a fait une pousse, elle a fait une autre branche, et maintenant elle va continuer comme ça. Donc moi, je me suis recentrée sur ce que moi j'aime, toujours en donnant aux autres.
Je reprends mes activités avec les animaux, j'ai repris le dessin, j'ai repris, certaines choses tranquillement parce qu'il y a encore beaucoup de fatigue, il y a encore beaucoup de choses, voilà. Je fais mes lectures et je vis. Mon hématologue a annoncé que j'étais en rémission et là, le problème majeur qui s'est posé les mois qui ont suivi, ça a été de me dire: «Comment aujourd'hui je vais pouvoir me réapproprier mon corps?» J'ai perdu mes cheveux pendant la chimio et là, certes, je suis soignée, tout va très bien physiquement, mais j'ai plus de cheveux et comment me réapproprier mon corps, ma féminité et comment apprendre à m'apprécier de nouveau parce que mine de rien, tous ces traitements m'ont changée aussi physiquement et là, il a été question de se dire: «Bah, comment on fait en fait?» C'est que ça va prendre du temps, la repousse des cheveux et c'est mine de rien quelque chose de très important. Je pensais pas que j'accordais autant d'importance à mon apparence, mais en fait, quand on est confronté à ce genre de situation, je crois que n'importe qui se retrouve dans cette situation se poserait ce genre de questions et se retrouverait un petit peu en difficulté. Donc ça a été un travail de longue haleine. Aujourd'hui, je reprends enfin confiance en moi. Je retrouve ma féminité et j'apprécie de nouveau ma personne et mon apparence, mais ça a été un travail de longue haleine. C'est passé aussi grâce au sport. Le sport m'a permis aussi de me réapproprier mon corps et ça, c'est un travail qui se fait sur le long terme, évidemment, mais je remercie aussi cette expérience de vie qui a été aussi fortement bénéfique et qui m'a permis aussi de changer le regard que j'avais sur moi et sur l'importance que j'apportais à mon apparence. Ça change aussi totalement la donne. Donc voilà, aujourd'hui, je suis en rémission, tout va très bien et j'essaie de m'épanouir un maximum et de tirer un maximum de leçons de ce que j'ai vécu et pour le coup, je ressors beaucoup plus forte de tout ça. Et donc, petit à petit, il y a une idée de projet qui est arrivée et je me suis dit que ce serait, que ce serait chouette, en fait, de pouvoir créer une marque de maillot de bain, pour les femmes asymétriques comme moi. Et puis, petit à petit, cette idée a grandi et puis, j'ai eu envie de créer une marque de vêtements, inclusive, body positive. En août 2024, j'ai été diplômée, j'ai eu mon bachelor chef de projet digital. Et quand je l'ai eu, bah, je ne vais pas vous mentir, mais j'ai pleuré. Pleuré parce que pour moi, j'avais achevé quelque chose, c'était une réussite. J'avais été au bout de tout ça. Et le cancer, bah, clairement, je lui faisais un petit pied de nez en lui disant, bah voilà, t'es arrivé à un moment T dans ma vie. Mais aujourd'hui, moi, je voulais être diplômée, je voulais réussir à faire ce que je veux. Et j'ai réussi, j'ai été diplômée. Après, j'ai monté mon entreprise. Et en fait, c'est le meilleur pied de nez que j'ai pu faire au cancer, clairement, après cette expérience un peu dramatique qui m'a pas mal brisée quelques années auparavant. Donc là, c'est tout un cheminement que j'ai eu. J'ai eu plusieurs idées pendant les différentes périodes où j'étais hospitalisée en me disant, bah tiens, tu vas peut-être faire ça, 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 c'est peut-être une opportunité, tu vis ça, et peut-être une opportunité de continuer ta vie professionnelle, mais de façon différente. Alors, il y a plusieurs métiers qui me sont venus, hein, mais j'ai pas encore trouvé, même encore à aujourd'hui, on est en 2025 et j'ai pas encore trouvé ce vers quoi j'allais me diriger. Par contre, chose qui est sûre, c'est que je sais ce que je ne veux plus faire, ce qui est déjà un bon point. Et l'après, pour moi, ça a été aussi la reprise du travail. J'ai jamais coupé le lien avec mes collègues pendant mon arrêt maladie, pendant mes soins, mais il y avait quand même une certaine appréhension, une envie, mais une appréhension aussi de reprendre le travail. Est-ce que les collègues vont être cléments avec moi? Est-ce qu'ils vont être à l'écoute? Comment ma chef va être avec moi? Comment elle va se comporter? Est-ce qu'elle va attendre de moi que je sois en forme comme avant, à travailler comme je le faisais avant la maladie le soir ou le week-end? Alors que très honnêtement, j'avais plus envie de ça. J'avais envie de travailler, mais mes priorités ont changé. Et en fait, mon parcours professionnel a complètement changé. Alors complètement, il y a toujours l'humain qui reste dans ce que je fais, mais là où il y avait des éléments qui me plaisaient moins avec ma société, en fait, le projet que Becquerel m'a proposé, finalement, il m'a passionné, il m'a accroché.
Et donc, en fait, ce qu'on m'a demandé aujourd'hui, c'est de développer une méthode de travail qu'on appelle le partenariat patient, le partenariat avec les patients. L'idée, c'est de prendre des personnes qui sont passées par un parcours de soins en cancérologie, ou des aidants aussi, et puis de prendre aussi des professionnels de santé et de les amener à collaborer ensemble pour croiser leurs perceptions, leurs regards, pour prendre en compte les attentes, les envies des patients et faire en sorte que ça s'imbrique avec les contraintes et les envies des professionnels de santé. Et maintenant, 12 ans après, il y a toujours cette épée de Damoclès au-dessus de nos têtes. Ma femme me dit de temps en temps, je peux récidiver et peut-être même mourir. Sur le ton de l'humour, je lui dis, mais ma chérie, ne fais pas de promesses que tu ne peux pas tenir. Alors c'est une expérience de vie indélébile, mais ça nous apprend à relativiser, à ne plus s'emmerder avec les petits problèmes de la vie. Et j'en retiens surtout de ce combat, de cette guerre, qu'il n'y a qu'une seule guerrière, c'est ma femme, c'est elle qui est allée au combat. Et pas moi, je ne suis qu'un simple troufion, un porteur d'eau, celui qui conduit la voiture pour aller aux rendez-vous médicaux. Mais c'est elle qui a mené ce combat et qui l'a gagné. Donc finalement, les femmes sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fortes que nous. Nous nous construisons tout au long de notre vie. Chaque événement contribue à notre histoire. Mais suite à une telle épreuve, nous pouvons être amenés à changer de direction, à chercher quel chemin emprunter ou à le réinventer. De ces expériences singulières peuvent parfois se révéler des forces insoupçonnées. Il faudra le plus possible développer ce que l'on appelle la prévention, la prise en charge des effets environnementaux à risque de développer un cancer, mais aussi ce que l'on appelle les séquelles du cancer liées au traitement en particulier. Et moi, ce qui me plaît dans ce projet, c'est que ça reste de l'humain, donc c'est ce que j'aimais, mais ça a encore plus de sens que ce que je faisais avant, parce que ça va servir, aider des personnes, à la fois les patients, les aidants, mais aussi les professionnels de santé qui ont aussi bien besoin d'être soutenus par les patients. Mais aujourd'hui, j'en ai fait une force et j'ai décidé que mon handicap, c'était ma force. Et c'est pour ça aussi que j'ai créé mon entreprise pour justement sensibiliser au handicap invisible. Je suis quelqu'un d'autre sans vraiment savoir qui je suis. Donc, c'est pas toujours évident de se projeter dans l'après. Donc voilà, aujourd'hui, je suis dans la mission, tout va très bien et j'essaie de m'épanouir un maximum et de tirer un maximum de leçons de ce que j'ai vécu et pour le coup, je ressors beaucoup plus forte de tout ça. Et voilà, on peut s'en sortir. C'est pas facile, ça prend du temps, mais ça va plus vite quand on accepte ce qui nous arrive. Notre vie tient qu'à un fil hein, et jusqu'à présent, en fait, je l'ai survolé, mais là, mon nouveau moi, ma deuxième vie, ma deuxième chance, c'est j'incarne et je profite au maximum de ma vie. Si j'ai une phrase à retenir de cette expérience, c'est « en avant Guingamp ». Surtout ne lâchez rien, jamais, jamais, jamais. Je vis, voilà. Je vis.